Nous sommes nombreux à considérer que nous avons un ou plusieurs défauts physiques, à en être obsédés et à en souffrir quotidiennement. Ce trouble a un nom, la dysmorphophobie. Bienvenue à tous dans le podcast Parle-en encore. Je m'appelle Émilie, je suis thérapeute corporelle. Chaque mois, je te propose un nouveau podcast en lien avec le rapport au corps, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. La dysmorphophobie est un trouble psychologique caractérisé par une préoccupation exagérée de certains défauts corporels, qui sont d'ailleurs réels ou imaginaires, et qui sont perçus comme inacceptables ou hors normes pour un individu. Et aux yeux des autres, ces défauts ils paraissent légers, voire inexistants. Cette obsession, elle est telle qu'elle engendre des sentiments qui envahissent les pensées, les émotions et les comportements chez les personnes qui sont concernées, et toute sa vie sociale en est affectée. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est pour faire connaître le trouble, parce qu'il est encore méconnu du coup. J'ai aussi envie de vous rendre attentif aux signes afin de ne pas arriver à un point de non-retour. Je vais vous donner des exemples concrets et peut-être que vous allez vous reconnaître ou reconnaître certains de vos proches, et ça peut être un moyen d'aborder le sujet justement. On vit dans un monde où le corps parfait est surreprésenté, surtout dans les médias, et finalement tout ça, ça a des conséquences parce que ça ne représente pas la majorité d'entre nous. Et ça peut être un danger, une porte ouverte à la dysmorphophobie, ainsi que les filtres, parce que même si on a conscience que les images sont retouchées, que c'est pas vraiment notre visage qu'on voit quand on se voit à travers un filtre, on peut pas s'empêcher de penser qu'on serait mieux de cette manière, et c'est vrai que c'est là que ça devient problématique. La dysmorphophobie, ça débute généralement à l'adolescence et ça toucherait davantage les femmes. La sensation que son propre corps, dû à son évolution, et qui est normal vu qu'on vit tous notre puberté, serait plus dans les normes, ça obsède alors certaines personnes. C'est aussi un moment de la vie où les personnes se comparent sur tous les plans, y compris le physique. J'ai souvenir que quand moi j'étais adolescente, que j'avais 13-14 ans, avec mes copines, on parlait de qui avait eu ses premières règles. Et autant ça, moi, ça m'a pas vraiment impacté de savoir que j'avais eu avant ou après. Peut-être qu'elles, oui, ce serait intéressant de leur demander. Mais moi, ce qui m'impactait le plus, c'était typiquement après le cours de gym, quand on devait être dans les vestiaires, se doucher, se changer, je voyais bien que mon corps n'évoluait pas de la même manière que mes camarades de classe. Et typiquement, moi, c'était la poitrine qui me complexait énormément. Et ce qui fait que le soir, je tirais dessus pour qu'elle pousse plus vite. Alors, je ne suis pas sûre que cette méthode fonctionne, mais voilà, c'était vraiment une période difficile pour moi. La dysmorphophobie peut également venir d'un traumatisme, de violences vécues qui ont un fort impact sur le rapport qu'on entretient avec son corps et ce qu'il représente. Je vous ai dit juste avant que ça touchait davantage les femmes, mais les hommes sont aussi concernés, typiquement par la dysmorphie musculaire, qui est en fait le complexe de ne pas avoir un corps suffisamment svelte ou musclé. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets, comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte dans votre vie quotidienne, est-ce que vous êtes touché, est-ce que vous êtes concerné ou pas du tout, et ce serait vraiment tant mieux. Premier signe, ce serait une obsession pour une partie du corps qui peut changer avec le temps. On va revenir à la fille qui est adolescente. Là, voilà, je vous parlais de la poitrine. Ça peut être une obsession du fait que soit sa poitrine n'évolue pas, soit elle a évolué beaucoup plus vite que les autres. Elle la considère comme trop grosse. Et peut-être plus tard, cette même fille qui a eu un enfant pourrait souffrir d'avoir de la culotte de cheval. La personne en souffrance ne se voit pas comme elle est réellement. C'est-à-dire que quand elle va se regarder dans le miroir ou dans une photo, elle va penser qu'elle est énorme, qu'elle est trop grosse ou autre chose, trop petite. Mais en fait, pas du tout, ou alors pas de cette manière si exagérée comme elle l'imagine. Elle va d'ailleurs utiliser des adjectifs très durs, très violents pour se décrire, tels que je suis laide, je suis hideuse, horrible, qui c'est qui voudrait de moi comme ça ? Ce qui peut amener à se scruter des heures devant le miroir. Mais quand je dis se scruter, c'est vraiment se regarder à la loupe. C'est pas regarder de temps en temps si je suis toujours bien coiffée. Non, là c'est vraiment s'analyser, si je peux dire. Ou alors au contraire, c'est tellement confrontant de se regarder dans le miroir qu'elle va complètement l'éviter. On les a classés par tour de hanche. On appelle les grandes hanches, c'est ici. C'est vraiment la culotte de cheval. C'est ce qui chez toi te dérange le plus, ok ? D'accord. Donc, je vais te demander de te les regarder. Je veux vraiment que tu prennes ton temps, tu réfléchisses et tu me dises où tu te positionnes, ok ? Tu te mets là ? Donc, laisse-moi regarder, vérifier. On va dire que là, tu viens de te mettre 8 bons kilos dans les hanches. Ah, d'accord. Voilà. T'as
place, elle est là. Tu vois? Donc c'est exactement en fait ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu te regardais dans le miroir, ce que tu vois, c'est pas la réalité. Non. Avec les autres, avec les personnes de son entourage ou même les inconnus, il y a plusieurs fonctionnements et comportements possibles. Ça peut être de se soucier beaucoup du regard des autres, d'avoir peur des moqueries, ce qui peut amener à un évitement des situations sociales, des lieux publics, des absences répétées au travail ou même à des repas de famille par exemple. Ou alors au contraire, c'est une personne qui va rechercher beaucoup d'assurance auprès de ses proches en posant des questions du style « Comment tu me trouves ? T'es sûre que ça va, ça, sur moi ? Non mais tu penses pas que ça, je suis trop grosse pour porter ça ? Ou bien, si je change de coupe de cheveux, peut-être que je serai plus jolie, qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, ce style de questionnement. Ça peut passer par un recouvrement des zones qui la complexent, comme pour la cacher en fait, soit par du maquillage, soit par des vêtements. C'est aussi des personnes qui peuvent avoir des rendez-vous fréquents chez des professionnels de la santé, des chirurgiens ou médecins esthétiques, parce que la personne qui souffre de dysmorphophobie, elle a une très très faible estime d'elle-même. Souvent, c'est accompagné d'anxiété, pour les cas les plus graves de dépression, jusqu'à des pensées suicidaires. Donc s'il faut retenir quelque chose de tous ces signes, c'est qu'une personne qui est en souffrance, ses actions seront dictées par le trouble et non par des pensées rationnelles. Quelles sont les solutions pour une personne qui en souffre ? Je veux revenir vraiment là-dessus, c'est que ça n'a rien à voir avec des préoccupations qui sont normales, qu'on peut tous avoir concernant notre apparence physique. Les préoccupations qui sont tellement handicapantes au quotidien que ça provoque une vraie souffrance. Les gens ont une croyance, c'est que si tu modifies ton défaut, ou en tout cas ton complexe, ton apparence, la vie sera plus belle après. J'ai envie de vous dire, c'est faux, parce que même si tu modifies ça, tu seras toujours mal. Parce que faire de la chirurgie, par exemple, ça ne changera pas le mal-être, ça demande vraiment une thérapie. La chirurgie et les filtres, c'est une solution facile et très momentanée qui ne traite pas du tout le problème de fond. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup commencent par un acte chirurgical et y retournent. Voilà, c'est pas, et encore une fois, c'est vraiment dans l'excès, c'est pas une personne qui... je sais pas, par exemple, elle a le sein gauche qui est plus gros que le sein droit et puis du coup elle fait une chirurgie esthétique réparatrice. Là, on parle vraiment de personnes qui ont un visage comme lambda et puis qui retourneraient régulièrement chez le chirurgien. Moi, je suis toujours accro. C'est un peu mon médicament pour me sentir encore mieux. Un médicament pour vous sentir encore mieux. Quand on dit un médicament, c'est qu'on doit soigner. Est-ce que vous avez quelque chose selon vous à soigner ? Non, je pense pas. Et moi, je pense pas justement que ce soit un masque ou quelque chose. Au contraire, ça a été juste m'apporter un petit plus à ce que j'étais déjà. Et vous êtes content du résultat ? Non, je trouve que c'est pas assez. Je vois pas assez le changement justement entre. Et peut-être parce qu'il n'y avait pas à avoir de changement. Le chirurgien me dit, en soi, ça aurait pas pu être flagrant parce qu'il n'y avait pas beaucoup enlevé. Bah oui. Mais ça, j'aurais aimé qu'il me le dise avant du coup. Parce que moi, on m'a vendu du rêve que j'allais être hyper plat au niveau du ventre. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon portefeuille en moins, mais mon complexe en plus. Et qu'on peut tout refaire dans tous les sens, ce sera jamais parfait en fait. Parce que ce qui compte, c'est comment on se sent. Et plus on fait, en fait, on se sent pas bien. Et vous le dites bien, je me sens pas bien. Et je pense qu'il faut quand même c'est pas de jugement, mais il faut un travail de psychothérapie pour essayer de reconstruire votre estime de vous et tous ces éléments-là. Je vais la réparer, je vais faire de la chirurgie, la médecine esthétique, etc. Hop, elle va disparaître. Et hop, je vais retrouver une autre partie de mon corps qui me paraît pas. Et qui me paraît pas belle, pas satisfaisante. Le véritable danger, c'est que certaines personnes, elles sont prêtes à prendre des risques incommensurables pour ne plus souffrir. Donc elles vont aller consulter une personne qui se dise médecin esthétique, qui en fait n'a pas du tout les compétences requises. Et les conséquences peuvent être très graves, déjà d'un point de vue santé, mais aussi mental, parce que si l'intervention est ratée, déjà que ça n'allait pas avant, là, qu'est-ce que ça va être ? Alors attention, je ne dis pas que faire de la chirurgie, c'est mal, et chacun doit trouver la bonne façon de se guérir. Moi, je pense que si vous êtes en réelle souffrance et que vous avez l'impression de souffrir de dysmorphophobie, il faut passer par une guérison type psychothérapie. Et puis pour les formes les plus sévères, typiquement quand on souffre de dépression, il y a le traitement médicamenteux couplé à de la thérapie. Là où moi je peux aider des personnes dans le besoin, c'est avec la photothérapie et la thérapie du corps et de l'image. La photothérapie, c'est une méthode thérapeutique qui a pour but de réparer l'estime de soi, de se réconcilier avec son image,
de se reconnecter à son corps et de s'accepter tel que l'on est à travers le support de la photographie. À savoir que la photo est l'un des supports, mais il en existe d'autres. C'est pour ça que je préfère me définir comme thérapeute corporel. Le but de cette thérapie, c'est de repérer les émotions face à l'image de votre corps, la nommer ou les nommer, typiquement la tristesse, le dégoût, la peur, la vivre et s'en libérer. Autrement dit, c'est entamer un processus de guérison. Et si ça vous intéresse, il y a davantage d'explications sur mon site que je vous mets en barre d'infos. Alors comment éviter d'arriver à de la dysmorphophobie ? Déjà, il faut prendre conscience que le corps parfait n'existe pas, que les normes de beauté, elles évoluent avec la société. C'est-à-dire que ce que tu trouves beau, ou en tout cas un corps qui représenterait la beauté selon toi aujourd'hui, n'est sûrement pas le même qu'il y a 10 ans et ne sera sûrement pas le même dans 10 ans. Il y aura toujours des modes sur le physique. Ça, on n'y peut rien, on n'a pas choisi, c'est comme ça. On ne devient pas dysmorphophobique par faiblesse mentale ou par ego. Notre monde, il est hyper propice à ça et puis on est sans arrêt comparé. Que ça soit dans la rue, dans notre travail, parfois même à l'intérieur de notre cercle proche. Et puis quand c'est pas les autres, c'est nous qui nous comparons. Je ne dis pas qu'il faut plus avoir de complexe. Je pense qu'on en a tous au cours de notre vie et que parfois ça nous pousse à faire attention en faisant du sport ou en mangeant sainement. Il faut être attentif à ne pas sombrer dans l'obsession et risquer sa propre vie. Donc si vous sentez que vous êtes en souffrance, que vous vous empêchez de faire des choses à cause de votre rapport au corps, entourez-vous des bonnes personnes, suivez des comptes qui vous font du bien sur les réseaux, et puis portez des vêtements à votre taille. Et pas trop petits en pensant que vous alliez rentrer dedans et que finalement ça vous rappelle tous les jours que votre corps il n'est pas comme vous voulez. C'est vrai que j'ai pas forcément parlé du trouble du comportement alimentaire, mais une personne qui souffre de dysmorphophobie n'a pas forcément des TCA. Certains comportements peuvent amener à en avoir, mais ça va pas forcément ensemble. Pour terminer, je me suis posé la question de la notion de s'accepter. C'est vrai qu'on entend beaucoup, il faut s'accepter, accepte-toi comme tu es, avec tes défauts, tes qualités, mais qu'est-ce que ça représente s'accepter ? Je vais vous exposer plusieurs points, vous allez me dire ce que vous en pensez, si ma liste elle est complète, pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous s'accepter ? Premier point, est-ce que c'est être OK de vivre avec tout ce qui compose notre corps qui est jugé bien ou pas bien ? Je pense typiquement aux personnes que j'accompagne, parce que moi je travaille avec des personnes en situation de handicap mental, et parfois il y a des choses qui se voient physiquement, et puis c'est vrai que le handicap c'est pas forcément jugé bien en gros guillemets dans notre société, mais est-ce que justement c'est accepter nos différences ? Est-ce que s'accepter c'est ne pas parler de ses complexes, de faire un non-sujet ? Ou alors, est-ce que c'est revendiquer son corps et ses différences ? Je pense par exemple à une personne qui commence à avoir des cheveux blancs déjà à la vingtaine, trentaine, et puis au lieu de continuer les teintures, elle va dire j'accepte mes cheveux blancs et c'est pas grave, même si j'ai 20 ans, ou 20 ans j'exagère peut-être, mais même si j'ai 30 ans, j'ai les cheveux blancs et c'est pas un problème, je revendique que j'ai des cheveux blancs et j'accepte. Selon moi, s'accepter, c'est aussi arrêter de lutter contre quelque chose qui ne va pas changer. Par exemple, moi je suis petite, je serai petite toute ma vie. En fait, je vais arrêter de lutter contre ça parce que ça ne sert à rien et ça ne va jamais changer. Et pour finir, s'accepter, c'est aussi accepter que je vais changer. Par exemple, le jour où je deviendrai maman, forcément mon corps va changer. Ou bien même, ce qu'on vit tous, c'est de vieillir. Et on va tous vieillir et finalement, on ne l'accepte pas tous forcément. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour du sujet sur la dysmorphophobie. C'est vrai que cette fois, c'était un podcast qui parlait plus, qui était plus à titre informatif. Il va en avoir des comme ça, mais il va aussi en avoir ceux où j'aborde plus des sujets personnels et des retours d'expérience. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et puis, si vous voulez me faire un retour, soit en commentaire, soit par message sur Instagram, il n'y a aucun problème. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.